J'espère que la pause a été bonne. Nous arrivons ici pour la deuxième partie qui va consister à étudier les paramètres de ce modèle. Donc je rappelle, on a un modèle d'analyse de la variance qui peut se mettre sous deux formes. Un modèle sous version ici, je vais l'écrire là, voilà, sous sa version régulière, où on va dire que en fait, les paramètres du modèle, c'est les moyennes de chacun des groupes, μi, mu1, mu2, mu3, mu grand I, puis un paramètre de variance sigma carré, ou un modèle sous forme singulière, où on va décomposer ce μi en une moyenne mu qui est commune à tout le monde, et puis alpha i, un effet différentiel du groupe I. Et on va se mettre toujours dans la version contrainte avec la contrainte par défaut de R, et donc on va forcer alpha 1 à valoir 0. Donc voilà les paramètres du modèle. Donc on est conduit à estimer soit des μi, soit des mu plus alpha i. On va voir que c'est équivalent de faire l'un ou l'autre. Et puis un paramètre de variance. Donc allons-y. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais mettre au point quelques notations et quelques définitions. Et puis des précisions, vous expliquer un petit peu la façon dont je note les choses. J'ai choisi ça pour essayer de rendre les choses le plus claires possible. Donc les données observées, les valeurs prises par la variable y dans notre échantillon, je vais les noter avec des y minuscules. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, donc mon échantillon, ça va être des petits y minuscules. Si je refaisais la même expérience, je choisirais d'autres individus dans chacun des groupes et j'aurais d'autres valeurs pour mon échantillon. Ce que représente donc la variable yik, c'est le comportement de n'importe quel individu k du groupe I. Donc ça, c'est une variable aléatoire. Et dans tout mon cours, les variables aléatoires, je vais les noter avec des lettres latines majuscules. Les réalisations des variables aléatoires, ce sont des valeurs. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai choisi un individu dans la population I, qu'est-ce qui se passe? Je vais observer la valeur de sa variable y, de son trait y, et puis je vais le noter, et là cette fois-ci ça sera une valeur. Et ça je vais noter ça avec des minuscules. Donc les minuscules dans toute la suite sont des valeurs, les majuscules sont des variables aléatoires. Les paramètres du modèle, ce sont des paramètres inconnus, d'accord? Et je vais les noter par des lettres grecques. Donc les lettres grecques, ça notera toujours des paramètres du modèle. Ce qu'on va vouloir faire en fait, c'est à partir des données observées petit y, on va essayer d'estimer ces paramètres, de donner des valeurs pas trop bêtes aux paramètres θ, mu, alpha qu'on rencontre. Quand je vais faire ça, mon estimation, c'est une valeur possible pour le paramètre, c'est le mieux que je puisse faire avec mes données, mais c'est une valeur aussi. Donc je vais garder la même lettre grecque, mais je vais la décorer avec un petit chapeau. Et donc je vais parler de θ chapeau, mu chapeau, alpha chapeau, l'estimation du paramètre θ. Pour estimer les paramètres, on va utiliser des formules. Et puis, ces formules, je vais pouvoir les définir à partir des petits y. Et dans ce cas-là, c'est des valeurs. Ça me donne des θ chapeaux, des mu chapeaux, des alpha chapeaux. Mais je peux définir exactement les mêmes formules à partir des variables aléatoires grand Y. Et dans ce cas-là, ce que je vais définir, c'est plus une valeur, c'est une variable aléatoire. On appelle ça l'estimateur d'un paramètre. Et donc, je vais noter ça avec des majuscules. Pour essayer de ne pas trop confondre les choses, je vais choisir des lettres latines majuscules, parce que les lettres grecques majuscules, ça commence à être très compliqué à lire. Et donc, je vais noter grand T, l'estimateur de θ, grand M, l'estimateur de mu, grand A1, l'estimateur de alpha 1, par exemple. Donc, je choisis des noms de lettres latines qui ressemblent aux lettres grecques. Alors, si on y va maintenant, si je prends le modèle dans sa version régulière et puis je vais estimer les paramètres du modèle dans la version régulière. Donc qu'est-ce que j'ai? Intuitivement, qu'est-ce que c'est? μi, c'est la moyenne du groupe I. Avant même de faire des stats, si je vous dis que μi, c'est la moyenne du groupe I, de la population I, pardon, qu'est-ce qui va se passer? Si on vous demande de l'estimer, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai observé des individus de la population I, je prends tous ces individus-là, je calcule la moyenne et j'obtiens une estimation de μi. C'est mon μi chapeau. Donc μi chapeau, je le définis comme 1 sur ni, la somme pour k égale 1 jusqu'à ni, des yik. L'estimateur correspondant, c'est exactement la même quantité, mais définie à partir des variables aléatoires y. Donc c'est quelque chose que je peux définir même en l'absence de données. Ça a un sens même sans avoir vu des données.
c'est la variable aléatoire définie comme 1 sur ni, la somme pour k égale 1 plus kni dy k. Si c'est une variable aléatoire, elle a une loi. Et en fait, on va voir que je peux dire des choses sur cette loi. Alors d'abord, cette variable aléatoire, c'est une somme de yik. Les yik, c'est des variables aléatoires de loi normale. Une somme de variables aléatoires de loi normale, c'est encore une loi normale. Donc mi, c'est une loi normale. C'est une variable aléatoire qui suit une loi normale. J'ai besoin, pour définir complètement une loi normale, de sa moyenne et de sa variance. Alors je vais calculer l'espérance de mi, la moyenne de mi. Qu'est-ce que c'est? C'est l'espérance de 1 sur ni, somme pour k égale 1 jusqu'à ni dy k. Et ça, si j'utilise les propriétés de l'espérance, elle est linéaire, je peux sortir la somme, le 1 sur ni, et puis si je fais le calcul, j'obtiens mu. Je fais la même chose avec, une fois que j'ai fait ça, ça veut dire qu'en fait, ce que j'ai obtenu, c'est que, en moyenne, l'estimateur du paramètre mui, il vaut exactement mui. Donc ça veut dire que cet estimateur-là, il est sans biais. La variable aléatoire que je construis pour approcher mui, elle est centrée sur la vraie valeur de mui. Si maintenant je m'intéresse à la variance de mon estimateur, la variance de mi, c'est la variance de 1 sur ni, la somme des yk. J'applique les formules de calcul sur les variances, je remarque que les yk sont indépendants, et j'obtiens que la variance de mi, c'est sigma carré sur ni. Qu'est-ce que je constate? La variance de l'estimateur, elle diminue quand le nombre de personnes dans le groupe augmente. Ça, c'est pas surprenant. Si je suis plus précis pour estimer quelque chose si j'ai beaucoup d'individus pour estimer leur moyenne. Maintenant, si je résume, ce que je viens de dire, c'est que l'estimateur du paramètre mui, que j'appelle mi, il suit une loi normale, centrée sur mui et de variance sigma carré sur ni. Alors ça va nous servir pas mal dans la suite. Si je refais la même chose dans la version singulière, la première chose que je constate, c'est que je vais essayer d'estimer mu. Alors c'est beaucoup moins facile parce que dans un premier temps, on ne sait pas bien ce que c'est que ce mu, mais on se rappelle que alpha 1, on le force à valoir 0, et donc mu plus alpha 1, c'est mu, et donc mu, c'est le comportement moyen des individus du groupe 1. Donc comment je vais les estimer? En faisant la moyenne des individus du groupe 1. Ensuite, mu plus alpha i, c'est mu i, la moyenne des individus du groupe i. Donc alpha i, en fait, je peux le construire comme l'écart entre mu i et mu. Et donc c'est bien l'effet différentiel du groupe i par rapport au groupe de référence. Donc alpha i chapeau, je vais l'estimer comme 1 sur ni, la somme des yik, moins mu chapeau. C'est l'écart entre la moyenne des individus du groupe i et la moyenne du groupe de référence, le groupe 1 en l'occurrence. L'estimateur, l'estimateur de mu, ça va être défini comme 1 sur ni, la somme pour k égale 1 jusqu'à n1 des yik, et donc il est de variance sigma carré sur n1. Et l'estimateur de alpha i, il va être défini comme, je fais exactement l'analogie ici avec les variables aléatoires. Je vais prendre les variables aléatoires du groupe i, moins la moyenne des variables aléatoires du groupe 1, qui est le groupe de référence, et ça me définit mon estimateur de alpha i. Et donc c'est pareil, je peux calculer que AI, c'est aussi un estimateur sans biais de alpha i, il est centré sur alpha i, et sa variance, c'est sigma carré, 1 sur ni plus 1 sur n1. Ça veut dire que sa variance, elle ne dépend pas seulement de la variance du nombre d'individus dans le groupe i, elle dépend aussi du nombre d'individus dans le groupe 1. Alors on va vérifier ça. Qu'est-ce qu'on doit trouver sur l'exemple 1? On va vérifier que ça se passe bien. Ce qu'on doit trouver, c'est que mu chapeau, c'est la moyenne des individus du groupe 1, et alpha de chapeau, c'est l'écart entre la moyenne des individus du groupe 2 et la moyenne des individus du groupe 1. Je vais faire le calcul. Je regarde d'abord, je calcule la moyenne pour chacun des groupes. Donc je prends mes données, je les groupe par sexe, et puis je calcule la moyenne de la fréquence cardiaque. Et j'obtiens 84,3 pour les femmes, 84,6 pour les hommes. Et en même temps, j'ai calculé le nombre d'individus, j'ai bien 20 individus chez les femmes, 20 individus chez les hommes. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Que mu chapeau c'est 84,3 et que alpha de chapeau c'est 0,25. Alors pourquoi ça ne matche pas exactement?
c'est que par défaut, il y a des arrondis qui sont faits dans l'affichage pour rendre l'affichage plus lisible, mais la vraie valeur, c'est bien alpha de chapeau égale 0,25. Alors bien sûr, on ne fait jamais ça à la main dans R, là c'est juste pour le cours, pour vérifier qu'on retombe bien sur nos petits, sur cet exemple simple, mais après on ne le fera plus jamais. Donc ce qu'on doit trouver ici, c'est bien mu chapeau égale 84,3 et alpha de chapeau égale 0,25. Comment on fait pour estimer ça avec R, sans faire ces calculs à la main? On va définir un modèle, et on va dire, je définis un modèle linéaire, donc j'ai ce LM qui intervient ici, où j'explique, où la variable à expliquer, c'est frexé, la fréquence cardiaque, que j'explique en fonction de, c'est le sens du tilde qui est ici, en fonction du sexe, à partir des données frec data. Et puis je lui demande un résumé de M1, et je ne veux pas tout le résumé, je veux que ce qui concerne les coefficients. Donc si je fais ça, j'obtiens cette table des coefficients, qu'on va comprendre petit à petit au fur et à mesure. Pour l'instant, on va juste regarder la première colonne. Et ce qu'on voit, c'est que l'estimation, on a bien deux paramètres qui sont estimés, puisqu'on a deux lignes. Chaque ligne, ça correspond à un paramètre. La première ligne, ça nous parle de l'intercept. Ça nous parle. L'intercept, ça va être quelque chose qui est commun à tout le monde, et c'est quand c'est mu chapeau. Le mu chapeau, il s'appelle intercept, et il est estimé à 84,30. La deuxième ligne, c'est sexe M, c'est donc le paramètre qui nous parle du fait d'être un mâle. Et donc c'est ce qui correspond au alpha de chapeau. Et il est estimé à 0,25, on retrouve bien nos petits. Alors en général, on ne demande pas que la table des coefficients, souvent ce qu'on demande c'est le summary directement, et donc on a beaucoup d'autres choses. Ce qui est important de reconnaître, c'est que cette table des coefficients, c'est celle qu'on voit ici. C'est ce qu'on retrouve juste avant. Donc on sait estimer les paramètres de moyenne dans la version utilisée par le logiciel du modèle d'analyse de la variance à un facteur. Il y a un autre paramètre dans notre modèle, c'est sigma carré. Alors justement, on va revenir un petit peu, on va refaire un point sur la méthode d'estimation et puis ça va nous amener à l'estimation de sigma carré. On ne s'est pas trop posé de questions, on s'est dit naturellement ce que je veux estimer c'est le comportement moyen d'un groupe, qu'est-ce que je fais chez la moyenne des individus du groupe. En fait, c'est pas très pratique comme façon de faire ça parce que ça se généralise pas. Mais ce qui se passe d'un point de vue mathématique et qui est généralisable, c'est que en fait, estimer μi par la moyenne des individus du groupe, ça revient à minimiser une certaine quantité qu'on appelle les carrés des erreurs, qui est donc la somme observée des erreurs que j'ai mis au carré. Alors je recommence dans l'ordre. RSS OPS. Alors RSS, c'est pour Residual Sum of Square. C'est un mot consacré dans les logiciels. Donc je l'ai mis en majuscule parce que c'est comme ça que ça se note. Comme c'est une valeur, je mets un petit indice pour dire que c'est une observation. C'est l'écart pour tous les individus entre YIK et la moyenne du groupe auquel appartient l'individu. Je mets tout ça au carré, je fais la somme de tout, ça me donne RSS OPS. Et donc, j'ai choisi μi chapeau pour minimiser cette quantité-là. En fait, pourquoi c'est intéressant de regarder ça? C'est que si je regarde mon modèle, YIK, il s'écrit comme μi plus EIK, le mieux que je puisse faire pour un nouvel individu, c'est de prédire le comportement moyen. La variabilité individuelle, je ne pourrais jamais la prédire. Donc si je dois prédire la valeur du trait Y pour un individu de la population I, le mieux que je puisse faire, c'est de prédire μi. Sauf que μi, je ne le connais pas, donc le mieux que je puisse faire, c'est de prédire μi chapeau. Donc si je dois prédire pour un nouvel individu YIK, je vais prédire par μi chapeau. Donc l'écart entre YIK et μi chapeau, YIK moins μi chapeau, c'est l'écart entre ce qui est vraiment observé et ce qui est prédit par le modèle. Donc RSS, c'est l'écart entre ce qui est observé sur mes données et ce que prédit mon modèle. Donc plus RSS observé est grand, plus ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout prédites par mon modèle. Et plus RSS observé est petit, ça veut dire que mon modèle il prédit très très bien le comportement d'un nouvel individu. Donc je répète, RSS observé, c'est la somme des erreurs au carré, c'est la variabilité,
c'est la quantité de variabilité qui n'est pas prédite par le modèle. Et exactement comme je l'ai fait jusque-là, je peux définir la version aléatoire de cette chose-là et définir RSS comme la somme pour i égale 1 jusqu'à grand I, de la somme pour k égale 1 jusqu'à ni, dy k moins y chapeau. L'écart entre la variable aléatoire réelle et ce qui est vraiment observé, ce qui est vraiment prédit par le modèle. Alors ce RSS ici, donc c'est bien une variable aléatoire, et puis j'ai envie de dire des choses sur sa loi. Est-ce que je suis capable de dire des choses sur sa loi comme je suis capable, ça estime quelque chose, d'accord? Est-ce que je suis capable de dire quelque chose? Alors en fait, on peut montrer que RSS sur sigma carré, ça suit 1 qui 2 à n-i degrés de liberté. Alors il y a plein de choses qui sont surprenantes ici, d'accord? C'est quoi ce qui 2? D'où il vient? Pourquoi c'est n-i ici? Alors on va voir ça tranquillement. D'abord, on va se concentrer sur, si on se mettait dans une situation idéale où on connaissait les paramètres du modèle. L'erreur, la partie qui n'est pas prédite par le modèle, l'erreur qu'on commet, ça serait l'écart entre y et k et le mieux qu'on puisse faire avec le modèle, c'est-à-dire mu i. Si je forme ces erreurs-là au carré, je fais y et k moins mu i, qu'est-ce qui me reste? Il me reste que l'erreur au carré, eik. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est la somme de toutes les erreurs au carré. Donc je suis en train d'additionner des variables aléatoires de loi normale que je mets au carré. Alors, si c'était des lois normales centrées et de variance 1, ça serait 1 qui 2. Donc, ce n'est pas des variances 1, donc on va renormaliser par la variance. Et ça, c'est exactement la définition d'un qui 2 à n degrés de liberté. On additionne n lois normales au carré. Et ces lois normales, elles sont centrées et de variance 1. C'est la définition d'un qui 2. Donc si je connaissais exactement le paramètre du modèle, le vrai paramètre du modèle, bah, cette quantité-là d'intérêt, elle suivrait 1 qui 2 à n degrés de liberté. Malheureusement, je ne connais pas ces mu i, et qu'est-ce que je fais? Bah, je les remplace par leur estimateur. Donc je vais remplacer les mu i par les estimateurs mi. Chaque fois que je remplace un mu i par son estimateur, je crée un lien entre mes données, et du coup, je perds un degré de liberté. Et donc, c'est comme ça que va intervenir mon n-i. C'est n, le nombre de degrés de liberté au départ, et puis je perds 1 chaque fois que je remplace un mu i par son estimateur. Donc, je remplace mu1, mu2, mu grand i, et donc je remplace grand i. Et donc, mon n-i, il vient de ça. Alors, en fait, on peut aller plus loin en regardant ce RSS. On peut dire plus de choses. La première chose, c'est un petit rappel. Si une variable aléatoire que j'appelle U suit 1 qui 2 à L degrés de liberté, alors, en moyenne, elle vaut L. Je vais me servir de ça. Je sais que RSS sur sigma carré, ça suit 1 qui 2 à n-i degrés de liberté. Donc, l'espérance de RSS sur sigma carré, ça va être exactement n-i. Alors, du coup, là, ça m'intéresse, parce que si j'échange le rôle de n-i et de sigma carré, ce que je peux donc affirmer, c'est que RSS sur n-i, c'est exactement sigma carré. RSS, c'est une variable aléatoire. Quand je la renormalise par n-i, en moyenne, elle est centrée sur sigma carré. Bah, c'est un bon estimateur de sigma carré. Et comment je vais faire pour estimer sigma carré? Je vais l'estimer par S carré défini par 1 sur n-i fois RSS. C'est l'estimateur de la variance. Et c'est un estimateur sans biais de sigma carré, puisque l'espérance de S carré, c'est exactement égal à sigma carré. Bah, je peux définir de la même façon l'estimation de sigma carré par sigma carré chapeau comme 1 sur n-i RSS observé cette fois. Cette fois-ci, c'est une valeur. Ok? Alors, on va vérifier à nouveau sur un exemple que ça marche bien. Qu'est-ce que je fais? Je prends mes données, je les groupe par sexe. Et puis ensuite, bah, je vais dire, bah, qu'est-ce qui me fait mon modèle? La meilleure prédiction que je puisse faire, c'est de prédire chaque individu par la moyenne de son groupe. Donc je rajoute une colonne ici, y hat, le y chapeau, la valeur prédite. Et je vais dire, bah voilà, l'individu 1, sa fréquence cardiaque, c'est 82. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai la moyenne ici, c'est... Pardon, je perds le fil. C'est 82 ici, et quand j'applique mon modèle, en fait, la moyenne des hommes, c'est 84,6.
Donc si je devais prédire mon modèle, ce qu'il me dit, c'est que pour cet individu-là, ce que je m'attends à voir, c'est 84,6. Donc l'erreur faite par le modèle, c'est l'écart entre 82 et 84,6. À nouveau, il y a des problèmes d'arrondi. Hein. Et donc c'est moins 2,55. Pour le deuxième individu, qui est une femme, je vois également 82 comme fréquence cardiaque au repos. Mais cette fois-ci, je vais prédire par la moyenne des femmes, c'est-à-dire 84,3. Et je me trompe à nouveau, et je me trompe de 2,3. Et je fais ça pour tous les individus, et donc je vais calculer les erreurs pour tous les individus. Et puis je rajoute aussi la colonne d'à côté, qui est l'erreur au carré, simplement. Je dégroupe tout ça, et puis j'en fais la somme, et j'obtiens 619,15. Ça, c'est RSS observé. Je divise ça par n-2, n-i, d'accord? Et ça me donne une estimation de sigma carré chapeau. Et puis je prends la racine carrée de ça, et c'est une estimation de sigma. Donc normalement, ce que je dois avoir, c'est que avec cette méthode-là, ce que je trouve, c'est que sigma chapeau, il vaut 4,036. Donc c'est ça qu'on doit trouver. On doit trouver sigma chapeau égale 4,036. C'est pareil, hein. Là on fait tout à la main une fois pour s'en convaincre, mais en fait on ne le fait jamais comme ça. On ajuste notre modèle M1 et puis on lui demande de nous donner sigma. Donc dans le summary, on va aller juste chercher le sigma. Et on nous trouve 4,036. On retrouve bien nos petits ici. Bon, c'est pareil, quand je demande le summary en entier, où est-ce que je le vois ce sigma? Il est ici. Alors, pour des raisons d'affichage, c'est arrondi, mais c'est notre 4,036 ici. Et il nous dit qu'il est estimé avec 38 degrés de liberté. C'est bien nos n-i. On avait 40 individus de moyenne. Donc le nombre de degrés de liberté, c'est n-i, 40 moins 2. Donc voilà l'explication de cette ligne-là ici. Ça nous dit uniquement sigma chapeau, il vaut 4,037. Et il est estimé avec n-i degrés de liberté. Et ce n-i vaut 38. Alors si on essaye de voir graphiquement un petit peu tout ce que ça représente ici, nous, ce qu'on a, c'est des données. Là, les femmes, là, les hommes. En bleu, les hommes. Enfin, les femmes en rouge. Et puis, je calcule la moyenne, la fréquence cardiaque moyenne des femmes, la fréquence cardiaque moyenne des hommes. D'accord. J'ajuste ma loi normale là-dessus. Et puis, voilà ce que je trouve. Donc, quand j'ai fait mon estimation des paramètres de mon modèle, voilà ce que j'obtiens. Et donc ça, c'est le mieux que je puisse faire à partir de mes observations. Et c'est à partir de mes observations, l'idée que je me fais de ce qui se passe dans la population. Alors, ce modèle-là, vous voyez que là, on a dit qu'en utilisant RSS, les erreurs, en minimisant les erreurs au carré, c'est comme ça qu'on avait estimé les paramètres. Donc ça, on va pouvoir le faire dans tous les modèles, mais c'est pas très pratique. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que notre modèle, là, il peut s'écrire aussi sous une forme qui est très 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 générique, qui était la forme matricielle, on l'a vu. Et qu'en l'écrivant sous la forme matricielle, en fait, tout ce qu'on vient de faire, il va y avoir une formule générique, puis on n'aura plus besoin de se préoccuper de ça. Donc si je minimise les erreurs au carré dans mon modèle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va revenir à faire le calcul suivant matriciel. Je vais pouvoir estimer θ toujours de la même façon. Donc du moment qu'un modèle s'écrit sous cette forme-là, estimer θ par la méthode des moindres carrés. Et si jamais vous le croisez, c'est aussi estimer θ par la méthode du maximum de vraisemblance. J'applique une formule. Et donc, cette formule-là, ça va être, je prends x, c'est une matrice, j'en prends sa transposée, j'en calcule, je multiplie par x, j'en prends l'inverse, il y a une formule qui est des produits matriciels, etc., qui n'a que peu d'intérêt aujourd'hui ici, mais qui nous dit que si je connais mes observations, je suis capable d'estimer simultanément tous mes paramètres ici, θ chapeau, d'accord? Du moment que le modèle se met sous cette forme-là. Donc n'importe quel modèle qui s'écrit sous la forme y égale xθ plus e, si vous arrivez à mettre un modèle sous cette forme-là, vous avez fini le travail, estimez le paramètre, c'est fini, il y a une formule qu'on peut calculer. Et puis on peut définir l'estimateur correspondant, pardon, c'est estimateur ici, c'est pas estimation. Bon, j'écris deux fois la même chose, c'est bien l'estimateur que je voulais dire ici, donc là il n'y a pas de y-ops, attendez, je vais corriger ça. L'estimateur de θ, c'est θ chapeau. C'est exactement la même formule, simplement je remplace mes y observés par ma variable aléatoire y. Et puis j'ai aussi là, je peux dire des choses sur la loi de l'estimateur en toute généralité, d'accord?
Donc l'estimateur, il est écrit ici, c'est T, et par la formule qui est donnée là, donc là à nouveau il y a encore une erreur, c'est un T, et ça suit une loi normale centrée sur la vraie valeur des paramètres θ, donc qui sont toujours inconnus, et puis avec une matrice de variance-covariance que je connais aussi. Donc en fait je connais, à part le sigma carré ici, je connais très très bien l'estimation de tous les paramètres du moment que j'ai un modèle qui rentre dans cette cadre-là. Donc ce que je viens de faire en détail pour l'analyse de la variance, en fait, tous les modèles qui se mettent sous cette forme-là, j'ai plus besoin de le faire, j'ai une formule qui me fait le travail pour moi. D'accord ? Cette approche est très mathématique, il n'y a pas besoin de comprendre tous les détails, mais ça va être très utile pour la généralisation. On ne se préoccupera plus de comment on estime les paramètres. On a une formule qu'on va appliquer, paf paf, c'est réglé, on sait estimer les paramètres. Alors, un petit exercice pour vous. À partir des données de chauve-souris, je vais vous demander d'ajuster un modèle qui permet d'expliquer le volume de la partie auditive en fonction du régime alimentaire. Bien sûr, là, je ne vous demande pas de refaire les calculs à la main, sauf si vous avez besoin de vous en convaincre une nouvelle fois. Vous pouvez reprendre les codes que je vous ai montrés pour le faire. Mais je vous demande surtout, en fait, d'utiliser la fonction LM. Alors, à quoi vous devrez faire attention? Il va falloir bien vérifier les degrés de liberté et le nom des paramètres. D'accord ? Si jamais vous constatez quelque chose de bizarre, s'il y a quelque chose qui cloche, vérifiez bien la nature de la variable diet qui règle le régime alimentaire. Et un petit indice, c'est qu'en fait on peut transformer une variable en un facteur en utilisant la fonction asFactor. Voilà, je vous laisse travailler un petit peu. Moi je fais une petite pause, je vous encourage à faire de même et puis on se retrouvera pour la prochaine vidéo.